La vengeance, la laisser au Seigneur. Il est dit dans les livres sacrés que Dieu est fidèle et véridique. C'est-à-dire que tous les efforts que vous faites pour accomplir sa volonté, propager l'amour et la lumière parmi les humains, tous ces efforts s'enregistrent. Et un beau jour, vous serez récompensés. Quand? C'est la seule chose qu'il est difficile de savoir. Mais vous ne devez pas vous en préoccuper. Vous devez travailler, c'est tout. Et laisser au ciel le soin de déterminer quand, où et de quelle façon vos efforts seront récompensés. Il faut tout remettre entre les mains du ciel. Il est écrit aussi, « C'est à moi qu'appartient la vengeance, dit le Seigneur. » Cela prouve que nous n'avons pas le droit de nous venger du mal que l'on nous a fait. Il faut laisser cela au Seigneur. C'est lui qui sait quelle punition doit tomber sur ceux qui ont transgressé les lois, ainsi qu'à quel moment et de quelle façon vous serez dédommagés. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Ayou. 90 minutes sur l'ensemble de nos réseaux pour vous faire le point de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. C'est le siège de l'information. Je vous informe qu'au cours de cette messe de l'information, nous aurons à recevoir ce soir Monsieur Epiphane Azon. Il est le président de la Fédération des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin. Ensemble avec lui, nous jetterons un regard sur l'année scolaire passée et bien entendu les dispositions qui s'annoncent pour une bonne rentrée scolaire 2022-2023. Prenez le rendez-vous. Mais tout de suite, mesdames, messieurs, voici ce qui fait le sommaire de l'actualité nationale ce soir. Malgré le vote de la loi sur l'hygiène publique et les sensibilisations afférentes, bien des citoyens continuent de se soulager dans les rues, un comportement qui a déjà coûté des peines privatives de liberté à des individus. Golf TV Africa s'en préoccupe ce soir. Kalala Omotunde, le célèbre panafricaniste en visite au Bénin, il était à l'origine d'une conférence publique à l'université d'Abomey-Calavi sur les avancées scientifiques de l'Afrique. L'aluminium s'invite de plus en plus dans la construction des bâtiments. Les vitriers s'en réjouissent. Ils multiplient leur chiffre d'affaires. Ils rencontrent aussi des difficultés. Golf TV va ce soir à la découverte du métier. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Merci de toujours préférer le siège de l'info pour vous informer. Les actes d'infivissement, on en rencontre de plus en plus dans nos rues, malgré le vote de la loi sur l'hygiène publique et les sensibilisations des diverses associations. Bien des compatriotes continuent de se soulager dans les rues, comportement qui a déjà coûté des peines privatives de liberté à bien des individus. Spérois Oussinou et Janvier Elette sont encore descendus sur le terrain pour en faire le constat. Imaginons.
Malgré le vote de la loi sur l'hygiène publique qui interdit d'uriner ou de déféquer sur la place publique, certains citoyens continuent de brader les dispositions légales au détriment d'un besoin personnel. À Zongo, par exemple, l'un des quartiers les plus animés de la ville de Cotonou, c'est la Grande Désolation. Vendeurs de ce centre commercial dénoncent et appellent à plus de sensibilisation et à la construction d'urinoirs. S'il y avait des urinoirs, je crois que ce serait bien. Parce que quand l'urine attrape quelqu'un, il faut avoir quelque part pour aller pisser. Mais faire le par terre n'est pas bon. Oui, ce n'est pas du tout bien de faire ça, c'est la maladie. Mais il faut qu'il y ait des urinoirs pour que l'homme aille au moins aller pisser. Si on sensibilise les gens, ce serait bien. Oui, ce serait très bien. Il faut sensibiliser les gens qu'il ne faudrait pas faire pisser dans la rue comme ça. Ce n'est pas du tout bien. Alors là, on est obligé de chercher les bouteilles pour pisser dedans. Arriver à une destination, on va renverser. Puisque comment on va faire quand le pipi te prend, c'est comme si une femme veut accoucher. Ce que l'État doit faire, il faut qu'elle fasse des urinoirs. Sincèrement, il faut qu'il y ait ces urinoirs dans les coins où les gens peuvent aller se mettre, même si c'est à payer, un peu partout. Vraiment, c'est quelque chose qui est un peu fréquent. C'est par rapport au manque d'endroits. Et vous savez, Zongo, c'est un quartier qui regorge beaucoup d'étrangers. Et souvent, ceux-là n'ont pas où aller pisser dans la journée, surtout quand ils quittent leur logement. C'est les soirs qui rentrent. Bon, ils n'ont pas quelque part où aller pisser. Et il y a un manque d'urinoir souvent dans les quartiers. Bon, ça cause aussi beaucoup de problèmes. L'État doit vraiment... D'abord, il faut la sensibilisation. Et sensibiliser les gens que c'est un truc qui n'est pas bon parce que uriner sur la voie après, la poussière peut transporter, c'est-à-dire l'odeur d'urinoir. Et il y a des gens qui vont manger un peu partout. Ce n'est pas bien protégé. Tout ça là, peut causer aussi des maladies. Donc, il faut sensibiliser les gens et prendre des mesures de précaution comme construire des urinoirs dans les endroits. Vous voyez tout dernièrement, ils ont mis les trucs des poubelles un peu partout dans les coins de rue. Essayez aussi de trouver quelque chose comme ça aussi pour construire pour des gens, même si c'est payant. Même si c'est payant, c'est aussi une bonne chose là. Ça va diminuer beaucoup de choses. Le fait d'uriner, une grande personne, il est atteint, c'est-à-dire il ne peut pas garder. Il est obligé de se mettre à l'aise. Le Bénin est de plus en plus déterminé à sanctionner les sales habitudes et cela à travers une loi sur l'hygiène publique adoptée à l'Assemblée nationale puis promulguée par le chef de l'État Patrice Talon. En effet, tout geste allant à l'encontre de cette mesure est désormais passible de sanctions graves. Des actes qui n'honorent pas leurs auteurs, insiste ce revendeur. Il n'y a pas d'urinoir, mais il y a là où on jette les ordures et l'État s'en charge pour venir ramasser. Ça, on voit pour ça. Mais côté l'urinoir, vraiment, c'est pas possible. Il n'y a pas. Se soulager, ils se présentent sur la voie, sur la rue, ils pissent et ils s'en foutent. Bon, il y a quelque part qu'ils ont ouvert à Zongo pour pisser, ils payent 50 francs. Des fois, on peut te dire, tu vas payer 100 francs. À Zongo, ici, il y a. Parce que partout, il n'y a plus de la place maintenant. Les gens se jettent sur la grande voie, ils urinent en désordre. Tout ça, là, ça donne de la merde aux gens et ça sent. Ça, là, ce n'est pas une des bonnes choses. Ce n'est pas des bonnes choses, vraiment. On prie à l'État de venir nous aider et de voir ce qu'il peut faire de leur mieux pour sensibiliser des trucs comme ça. À l'instar des autres usagers de Zongo, Zachary estime que l'État devra doter les localités d'urinoirs appropriées avant toute répression. C'est un comportement qui n'est pas bon, ce n'est pas approprié. Mais il faut essayer de voir les choses au fond parce que je pense que l'État doit aider les gens parce que quand vous regardez surtout la ville de Cotonou, partout sur le territoire, il n'y a pas des urinoirs. Moi, je pense que l'État doit aider un peu, si c'est la mairie, si c'est entre la mairie ou bien si c'est l'État, pour qu'ils puissent placer un peu des urinoirs un peu. Là, comme ça, si les gens ne respectent pas, là, on peut les sanctionner comme ils veulent. Sinon, vraiment, ce n'est pas approprié. Quand on voyage, on va dans d'autres pays. Même les sachets, on ne laisse pas partir. Tout quand ils mangent quelque chose, il y a la poubelle à côté. Là où tu dois jeter ça. Donc ici au Bénin, les gens s'arrêtent un peu partout et ils font leurs besoins comme ils veulent. Vraiment, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bon aussi pour la santé. Dans un premier temps, c'est la sensibilisation.
Parce qu'on ne peut pas dire qu'il faut opter pour l'emprisonnement si l'État n'a pas mis les moyens aussi. Si quelqu'un habite à Calavi, qui quitte à Calavi, vient en ville ici, maintenant s'il a envie de faire ses besoins, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repartir jusqu'à Calavi avant de faire les besoins. Par contre, si l'État a mis les moyens et il y a les Irinois un peu de gauche à droite, là si les gens ne respectent pas ça, là on peut maintenant dire, on peut taper fort. On peut les arrêter à ce moment-là. Mais là, maintenant, c'est de sensibiliser et aussi d'appeler aussi l'État de mettre les moyens. Si c'est la mairie, ou bien entre la mairie et l'État. C'est ce que je peux dire pour ça. L'article 163 de la loi sur l'hygiène publique en République du Bénin explique la procédure de constatation des infractions. Cette disposition du texte indique que les infractions en matière d'hygiène publique sont constatées par procès verbal établi par les personnels de la police environnementale ou les agents des forces de sécurité publique ou tout agent habilité par les lois en vigueur pour la constatation ou la recherche des infractions. La ministre de l'Industrie et du Commerce en visite à Glazoué sur le site de la société Premium Rice Mills Industries. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi de la relance des usines de production autrefois à l'abandon au Bénin. Aristide Kanoussou, reportage. Donc je suis passée voir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'ils en sont et est-ce qu'il y a des difficultés, est-ce qu'il y a des goulots d'étranglement, qu'est-ce que nous pouvons faire. Voilà l'objectif du ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimatou Assouma, qui s'est rendu mardi 16 août 2022 sur le site de Glazoué de la société Premium Rice Mill Industries. Elle conduisait une délégation officielle composée du préfet des collines, du maire de la commune de Glazoué, du directeur départemental de l'Industrie et du Commerce, Zoukoline, et du directeur général du développement industriel. Il y a eu des moments d'échange direct à bâton rompu, mais sur des questions pertinentes liées à la vie et aux résultats de cette société qui vient de se voir céder des unités de production au Bénin. Benin country, it produces white rice. Nous avons des agrégateurs. Oui, ok, c'était ça ma question. Avec qui nous développons des partenariats d'affaires. Donc ça amène aussi des opportunités d'affaires au niveau des villages. Cette visite de suivi des usines de production, autrefois à l'abandon au Bénin, des usines aujourd'hui opérationnelles avec des installations ultramodernes pour la production du riz made in Benin, était concluante pour le ministre de l'Industrie et du Commerce au regard de l'exécution satisfaisante du cahier de charges. Les travaux avancent. Et nous sommes très très ravis de ce que nous voyons là. Le fait de céder ces usines, le protocole qui a été signé pour céder ces usines-là, vient d'une vraie vision. Parce que c'est des usines qui existent déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Monsieur le maire, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que c'est à l'abandon. Et donc cette vision du président de relancer l'industrie, de remettre l'industrie au cœur du développement, fait que nous avons fait des protocoles qui permettent à des investisseurs de sécuriser, de s'intéresser donc à ces usines qui étaient à l'abandon depuis déjà plus d'une décennie. Donc c'est un réel plaisir que nous éprouvons, une fierté à voir que vraiment c'est une vision qui est réaliste. Parce que quand on voit la grandeur de cette vision-là, on se dit, est-ce que ça va être réalisé? Oui, c'est réalisable et c'est en train d'être réalisé à travers tous les instruments et tous les outils que nous avons mis à disposition de ces investisseurs et l'accompagnement réglementaire qui a été donc validé par le chef de l'État, que nous mettons juste en œuvre et qui fait que nous avons nos compatriotes qui sont en train de travailler et donc une ligne qui va être rénovée, une nouvelle ligne instaurée qui va permettre donc également de produire encore plus et surtout d'embaucher plus. Des performances que la société Premium Rice Mill Industries entend accroître à l'horizon 2032. Notre planification dans 10 ans définit à niveau 65 000 tonnes de producteurs et environ 5 000 de coopératives, avec les 125 000 de superficies en hectares qui ont voulu faire les productions de paddy. Il faut rappeler que cette visite officielle s'est effectuée pendant la période de congé des membres du gouvernement du Bénin.
Niusere Kalala Omotunde, panafricaniste averti, guadeloupéen, historien et spécialiste des sciences des mathématiques et des humanités classiques africaines en visite au Bénin la semaine écoulée. Kalala Omotunde a animé à l'occasion une conférence publique à l'université d'Abomey-Calavi sur l'avancée scientifique de l'Afrique. Plusieurs personnalités étaient de la partie, Gulf TV Africa y était aussi. Le but de ma conférence, qui avait pour thème l'avancée scientifique de l'Afrique, c'était de montrer qu'on vous parle d'Einstein, on vous parle de Max Planck, mais aucun de ces gens n'a dépassé la science que vous avez dans le village, que le vieux a dans le village, que nos temples ont. Cette science-là, elle n'a jamais été dépassée. Et que tout ce que nous avons encore à faire connaître, vous voyez, comme ça sert des enjeux qui ne servent pas nos intérêts, c'est pour ça que la chose demeure cachée. Mais dans tous les domaines, vous voyez, il ne faut pas oublier que la graine de l'arbre de la science et de la connaissance, c'est l'Afrique qui l'a plantée. C'est l'Afrique qui l'a arrosée. C'est l'Afrique qui a fait qu'elle a porté tant de fruits. Inventer les mathématiques, l'astronomie, la médecine, le calendrier de 365 jours, la précision des équinoxes, les sciences que vous utilisez pour faire la caméra, l'informatique, les ordinateurs. Le nombre binaire informatique est né en Afrique. D'accord ? L'ordinateur, on le voit avec le Fa. Le Fa est basé sur les nombres binaires. Donc toute la culture africaine est fondamentalement scientifique. On nous éloigne de cette culture pour ne pas qu'on en fasse notre colonne vertébrale pour être debout. Sur le plan de la spiritualité, les pères de l'Église étaient tous africains. Alexandre d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Clément d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Origène d'Alexandrie, Alexandrie c'est en Afrique. Ce sont des Africains qui ont pris le savoir des temples pour donner à des gens qui n'avaient pas de tradition religieuse, une tradition religieuse. Toutes les divinités que vous voyez dans la Bible sont des divinités africaines. Ce sont des divinités que les anciens utilisaient dans les cultes vaudous. On les a blanchis, ils font la même chose, mais vous ne voyez pas que c'est la même divinité parce qu'on ne connaît pas suffisamment nos fondements. Quand on a fait le rituel initiatique, on comprend des choses. Il faut se préparer pour aller faire le rituel. Il faut jeûner. Quand vous allez à la messe, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de jeûne. On peut aller danser dans une boîte de nuit et aller à la messe le dimanche matin. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? C'est antinomique par rapport à nos traditions. Nous, on a une tradition, on n'a pas de religion. Il faut être fidèle à nos traditions parce que c'est l'héritage de nos pères. Et cet héritage de nos pères, c'est le sang qui coule dans nos veines. On peut acheter à boire et à manger, mais il n'y a pas de magasin où on vend du sang. Ce sang-là vient de très loin. Nous devons être fiers. Nous devons avoir notre colonne vertébrale et faire en sorte de ne jamais oublier qu'une pyramide, on dit qu'on a construit des pyramides, mais une pyramide, c'est des blocs de pierre qu'on a assemblés au même endroit. Chaque fois que nous sommes unis, nous sommes une pyramide. Vous voulez que nous soyons une pyramide? Soyons unis et nous serons une pyramide. Il faut faire deux choses. Il faut une reconquête économique. Parce qu'on a cédé trop de terrain sur l'économie. Les boissons dans les magasins sont pratiquement 99% des boissons étrangères. Les jeunes sont là oisifs. Les jeunes doivent pouvoir fabriquer leurs propres boissons. Et il faut faire des jus de plantes. Arrêtez de penser en jus de fruits. Parce que ces exploitations sont trop colossales. Avec les jus de feuilles, les jus de plantes, on peut faire d'excellents jus. Regardez le bissap, regardez le mojito, tout ça. Il y a beaucoup d'autres jus de plantes à inventer. Et les jeunes peuvent le faire. On n'a pas besoin de grand espace pour mettre une boisson à base de plantes. Ça, ce sont des choses importantes. Et la renaissance, c'est de ne pas oublier que la matrice humaine de la connaissance, elle est africaine. Et que quand on ne sait pas, on va chercher. On vous dit oui, on a inventé la semaine de 10 jours, mais la semaine de 7 jours, ce n'est pas nous. Je vous ai démontré que la semaine de 7 jours est arrimée aux 7 planètes, qui sont arrimées aux 7 notes de musique. Parce que l'Africain, quand il a découvert ça, il a découvert un ensemble de choses. C'est ça qu'on appelle le génie africain, que les gens célèbrent dans notre dos. D'accord? Pourquoi la situation est comme celle-là? Parce que la chose qui se passe, c'est que Dieu a donné aux Africains toutes les richesses de la planète, les autres n'ont que des miettes. Et quand ils sont parmi nous, c'est pour nous braquer, nous raconter des sornettes. Dieu ne serait pas bon avec nous, on aurait des divinités du diable et on aurait tout l'or, le pétrole, le coltan, tout ce qu'ils viennent chercher, tout ce qu'ils ont besoin comme énergie pour fonctionner, c'est nous qui l'aurions et Dieu ne nous aurait pas parlé, il ne serait pas bon avec nous et nos divinités seraient des mauvaises divinités. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Le gars sort avec son église, il vient te dire que ce que tu fais, c'est pas bien, mais en attendant, ce que tu as chez toi, il l'a pas chez lui. Et s'il est chez toi, c'est parce qu'il n'a pas ça chez lui, il est venu prendre ce que Dieu lui a pas donné. Après, il te dit, Dieu est bon. Dieu n'est pas bon avec tout le monde, manifestement, puisque lui, il n'a rien.
Vous voyez, son sous-sol est vide. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la force pour voler ce que Dieu a donné aux Africains. C'est-à-dire que, vous savez, mon peuple a un genou au sol. Parce qu'on lui a donné tout simplement une lunette qui ne lui permet pas de voir clair. Il faut déjà voir clair en soi avant de voir clair. Quand tu vois plus clair en toi, c'est fini. Donc, la relève de l'Afrique passe par la relève des individus. N'oubliez pas que dans le dos, il y a ça, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, ce n'est pas simplement pour tenir le corps. Il y a une colonne vertébrale pour tenir le mental aussi. Et si on n'a pas de colonne vertébrale mentale, on ne sera jamais debout. On sera manipulable et manipulé par l'extérieur. Omotunde, c'est simplement parce qu'à 14 ans, j'ai demandé à mes enseignants quand est-ce qu'on va nous permettre d'apprendre l'histoire de l'Afrique. Arrivé au bac, j'ai vu qu'il n'y avait pas de projet d'apprentissage de rien sur l'Afrique. Moi, quand je suis parti faire mes études, je suis allé voir un vieux, je lui ai dit comment on appelle chez toi un jeune qu'on a voulu faire partir loin de ses ancêtres et qui a dit laissez-moi tranquille, je reviens vers mes ancêtres. Il m'a dit dans ma langue Yoruba, ça se dit Omotunde. Donc j'ai dit Omotunde. Après, le mouvement diopien a dit que quand les choses vont mal, il y a un individu auquel le roi fait appel pour expertiser le problème et trouver une solution. Cet individu s'appelle le Kalala. Tu es le Kalala du peuple noir. C'est pour ça que c'est Omotunde Kalala. Le continent africain est à l'origine des inventions que l'humanité a connues. Les premiers jeux et l'ensemble des civilisations restent une source d'inspiration africaine. Fait savoir l'activiste panafricaniste guadeloupéen Jean-Paul Kiko. Il est au micro de Spérois aussi. On s'est rendu compte qu'en fait, en Afrique et particulièrement en Égypte, nos ancêtres étaient déjà à l'origine de tous ces jeux. Et d'ailleurs, ce n'étaient même pas des jeux, parce qu'ils considéraient que c'était une initiation à la vie. Ils partaient du principe que les jeux avaient pour objectif de préparer les enfants aux futurs défis de la vie. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il va jouer, par exemple avec son lance-pierre, lorsqu'il va jouer avec sa toupie, ça va lui permettre de développer la concentration, ça va lui permettre de développer la précision, ça va lui permettre de développer la patience. Bref, autant de caractères, autant de choses que l'enfant va développer quand il va jouer. Et en fait, nos ancêtres avaient déjà parlé de ça à une époque parce qu'ils distinguaient deux types de jeux. Ils parlaient des jeux de réflexion et des jeux d'explosion. Dans les jeux de réflexion, on avait par exemple le jeu d'échecs, le jeu de dames, les jeux où justement ça permettait au niveau cognitif de travailler et de développer justement certaines caractéristiques. Et puis au niveau des jeux d'explosion, on avait par exemple le tir à la corde, les jeux avec les flèches, bref, tout ce qui demandait une sorte de dépense physique. Et c'est là que c'est intéressant de voir, parce que les ancêtres partaient du principe qu'il y avait un aspect physique à développer, mais un aspect mental aussi à développer, et que c'est l'union des deux qui permettait justement à l'enfant de se construire, à l'enfant de s'élever, à l'enfant à devenir justement un homme qui serait vraiment complet par rapport justement à la partie cognitive, on va dire, la partie de l'esprit et la partie du corps. Il partait du principe qu'il fallait vraiment pouvoir édifier les deux aspects. Et c'est là où justement ça a permis de donner toute la multitude de jeux qui existent. D'ailleurs, pour citer quelques-uns, en Afrique, en Égypte, on est à l'origine des toupies, on est à l'origine des poupées, on est à l'origine des billes, on est à l'origine de ce qu'on appelle par exemple le jeu de loi. D'ailleurs, on appelait ça le jeu de loi d'Amon. On est aussi à l'origine des dés, les fameux dés qu'on utilise dans tout le monde entier, quoi. Eh bien, on est aussi à l'origine des dés, les yo-yo, le hula hoop, par exemple, avec les cerceaux, les jeux, par exemple, les jeux articulés. En Europe, on parle des Playmobil. Eh bien, on avait déjà aussi créé ces jeux-là. Alors là, je parle des jeux, mais on ne parle même pas des sports, parce que entre le javelot, le bowling et d'autres jeux encore, l'Afrique a vraiment créé la plupart des jeux qu'on utilise encore aujourd'hui. D'ailleurs, même par exemple au niveau des pratiques sportives, on voit le judo. Bien souvent, on pense que ça sort d'autre part. Mais lorsqu'on rentre justement dans le tombeau de Baquet 3, on se rend compte que toutes les postures qu'on va voir justement au niveau des murs, on voit que toutes les postures, ce sont encore des pratiques qu'on utilise dans le judo. Donc lorsqu'on interroge par exemple Teddy Riner ou d'autres sportifs du judo, lorsqu'on leur montre justement les différentes scènes qu'on va trouver dans le tombeau de Baquet 3, ils nous disent, mais c'est encore ce qu'on fait actuellement, c'est encore les prises qu'on utilise encore actuellement. Donc tout ça pour montrer, tout ça pour dire encore une fois que l'Afrique est à l'origine des jeux, des sports, des sciences, des maths, de tout, de l'astronomie. Et en fait, bien souvent,
on a tendance à mettre ça de côté et à valoriser d'autres peuples qui ont justement plagié, qui ont copié, qui ont mal copié en plus ce que nos ancêtres avaient fait. Et maintenant, le temps est venu justement pour pouvoir mettre ça au grand jour, pouvoir dire que c'est grâce à nous. Si par exemple, je regardais tout à l'heure encore un document, on expliquait que le fait de pouvoir accoucher une maman, d'accord, c'est une science. C'est une science qui vient encore une fois de l'Afrique, de l'Égypte. C'est nous qui avons été aussi à l'origine de cela. Donc, les sciences, les maths, les jeux, la physique, l'astronomie, la médecine, tous ces éléments-là sont d'origine africaine. Il est temps de pouvoir le dire, il est temps de pouvoir mettre ça en valeur pour que nous, Africains, on se rende compte que nos ancêtres ont créé ça avant nous et nous, on a le devoir de pouvoir justement maintenir, on a le devoir de pouvoir valoriser, on a le devoir de pouvoir s'élever en ayant en tête, en ayant conscience que justement, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, mais c'est plutôt quelque chose qu'on a cultivé et que nos grands-parents, que nos ancêtres avaient déjà mis en lumière pour nous. Donc maintenant, on se doit de pouvoir justement être bien debout devant cela et pouvoir avancer avec cette connaissance que les sciences, les maths, l'astronomie, tout ça sont des sciences que nos ancêtres à nous avaient créées. Et en plus, on a toutes les preuves. C'est ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on dit, on peut le prouver, on peut le montrer, on peut le démontrer. Le 19 août dernier, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de la photographie. À l'occasion, Golf TV Africa s'est intéressé au métier de la photographie, notamment les défis auxquels les professionnels des médias font aujourd'hui face. C'est les explications depuis notre antenne septentrionale, Fidèle Zimbabwe pour le point. Brunel est un photographe qu'on peut appeler moderne. Moderne parce que la photographie a évolué depuis quelques années. La qualité et la résolution de l'image ayant connu une évolution, il est normal que la photographie, qui est un métier de l'image, connaisse une évolution. Les photographes qui exercent aujourd'hui sont obligés d'épouser la nouvelle tendance photographique, l'ancienne méthode de photographie étant révolue. La photographie a vraiment évolué il y a cela 10 ans. Depuis, disons, les années 2010-2012, la photographie a vraiment évolué. On est passé de l'étape argentique à l'état du numérique. Nous nous retrouvons dans le numérique actuellement parce que nous aimons la chose. Nous pouvons aussi dire que, comparativement à ce qui se passait comme photo, il y a cela peut-être 15-20 ans, les choses ont vraiment changé. On a de meilleurs appareils aujourd'hui qu'on peut utiliser, qu'on peut modéliser à notre façon. Si la photographie a connu une évolution au point même de créer des activités connexes autour d'elle, comme cette cliente qui se fait faire du henné avant sa séance de shooting, il n'en demeure pas moins que les photographes sont confrontés à des défis permanents, surtout celui de l'évolution fulgurante du matériel de photographie. Les industries de fabrication d'appareils et accessoires de photographie innovent plus vite que par le passé, ce qui met une pression aux photographes qui veulent être parmi les meilleurs du moment. Les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui par rapport à la photographie, c'est que Paraco, je dois dire, reste un peu traditionnel. Il y a des gens, ils préfèrent même des fois appeler des prestataires photographiques d'ailleurs pour venir faire un travail sur notre propre territoire. Alors que nous avons du talent. Côté photographie, nous avons du talent et nous pouvons faire même mieux des fois que celui qui aurait quitté peut-être ailleurs. Le matériel photographique est, je dois dire, cher. Pour un simple appareil que vous allez acheter, vous pouvez être dans des centaines de mille. Ce qui fait que on est obligé, nous, parce qu'on veut, on veut vous offrir, on veut offrir à la population une certaine qualité de travail. Nous sommes obligés de nous investir dans cela. Vous ne pouvez pas avoir un appareil vraiment bas de gamme et espérer avoir des clients d'un certain niveau. C'est pas normal. C'est pas possible même d'ailleurs. Bon, selon moi. L'évolution de ce secteur permet-il aujourd'hui à son homme de vivre réellement de son métier, puisque la photographie demeure un métier qu'un homme peut exercer exclusivement?
je dois dire que je m'en sors, tant bien que mal. Tant bien que mal, je m'en sors. Pour ainsi dire, la photographie aujourd'hui nourrit son homme. La photographie nourrit son homme depuis 6 ans ou 7 ans, 2015, 2022, depuis 7 ans que j'ai commencé. C'est vrai, le milieu ne s'y prête pas, mais nous arrivons à trouver notre pain. On peut vivre de notre art. On est à Parakou, on va vous parler un peu brièvement des réalités de Parakou. Je vous assure que ce n'est pas la joie à Parakou. C'est un peu compliqué de travailler à Parakou avec des gens qui n'ont pas encore la culture de la photographie. Ils sont encore dans la précarité photographique. Aujourd'hui, la photographie est donc devenue numérique et de plus en plus, les gens ont tendance à ne plus tirer les photos en version papier. Plusieurs préfèrent avoir leurs photos dans leur smartphone, même si quelques-uns font recours encore aux photos tirées sur du papier photo. Il y en a qui tirent toujours, il y en a qui ne tirent plus. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que tout le monde ne peut pas aimer la même chose. En tirant les photos, ils voudraient avoir un truc physique, une image physique dans leurs mains. Mais ceux qui ne tirent pas reviennent des fois pour demander de tirer. C'est toujours bien de faire un album pour ces photos ou bien de faire un album pour les enfants à la maison, vous voyez un peu. Donc, on se met dans la lignée de ce qu'ils veulent et on travaille avec eux. La photographie est importante dans la société. Elle est un peu comme la mémoire des événements marquants que vivent les hommes dans leur quotidien. Merci Fidèle Ezimbaba. L'hypertension artérielle, autrefois maladie qui secouait essentiellement des personnes d'un certain âge, mais de nos jours, la jeunesse est devenue la proie facile de ce problème de santé. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui en est à l'origine? Gulf TV Africa a rencontré le docteur cardiologue Hervé Aïssi. Il nous en parle. La première question que vous avez évoquée, selon laquelle on a de plus en plus de jeunes qui se retrouvent avec des problèmes d'hypertension artérielle, c'est une notion juste, mais qu'il faut regarder de façon très très simple. Les personnes, comme on dit, âgées, quand elles étaient jeunes avant, elles marchaient, elles se déplaçaient. Il y avait une notion d'hygiène alimentaire beaucoup plus forte qu'on ne retrouve maintenant. Pour parler de maladies cardiovasculaires, pour parler de l'hypertension, il faut également parler du problème de facteurs de risque cardiovasculaire. Il s'agit de situations qui, survenant seules, donc isolées, ou ensemble, augmentent la probabilité de survenue d'une maladie cardiovasculaire. Regardez maintenant, notre temps, comme on dit, fait que les gens ne font plus de sport, on ne marche plus. Les gens considèrent que faire du sport, c'est sale, ou ça perd du temps, ou il n'y a pas de sécurité, ou il n'y a pas d'espace vert pour ça. On se retrouve avec une mécanisation plus forte, ou pour aller d'un point A à un point B, quand bien même ce serait 2 points voisins, on préfère moto ou voiture. Regardez le désordre qui est observé au niveau de l'hygiène alimentaire. On mange de plus en plus gras. On veut occidentaliser à l'extrême. On mange gras. Les sauces sont grasses. On va chercher ketchup, mayonnaise, cube Maggi, cube Nord, tout ce qu'on veut. On mange gras, on mange salé. On mange hyper calorique et on ne dépense pas ces calories-là. Résultat, on sait que l'être humain ne sait pas digérer les graisses animales. Et c'est ce qu'on mange. Ce gras-là se dépose dans les vaisseaux et les bouche de façon progressive. On mange très salé. On mange surtout produits d'usine. Le sel augmente la tension artérielle. On entre dans une situation où les gens sont de plus en plus stressés. Parce que boulot difficile, parce que vie sociale difficile, parce que vie familiale rude, on a de plus en plus de problèmes. Donc, alimentation qui pose problème, hygiène de vie qui pose problème, contrôle sanitaire qui ne se font plus. Les gens ne contrôlent plus leur tension.
je m'adresse peut-être à toi, ressortissant du Bénin, ou alors d'ailleurs qui me regarde maintenant. La dernière fois que tu as contrôlé une tension artérielle, c'était quand? La dernière fois que tu as pris le temps de faire un bilan de santé, c'était quand? Et pourtant, je crois que tu as des projets d'avancée. Qu'est-ce que tu veux faire comme projet si tu ne prends pas de temps pour contrôler ta santé? Résultat, on a de plus en plus de sujets avec des situations de plus en plus graves. Depuis déjà plusieurs années, l'OMS nous invite à réfléchir sur l'hypertension, sur l'obésité, sur le diabète de l'enfant. On hyperprotège les enfants pour qu'ils ne sortent pas, qu'ils n'aillent pas courir, et donc ils mangent de plus en plus gras, ils stagnent avec des problèmes majeurs. Ça nous pose problème. Et nous, on est triste de devoir poser un stéto, examiner un enfant qui vient 13 ans, 14 ans à la veille du BEPC ou d'un examen quelconque avec une tension à 22. Qu'est-ce qu'il lui reste? Quel pronostic? Ça nous pose problème. Il faut qu'on revoie notre façon de manger, notre façon de vivre, qu'on invite les personnes à faire du sport de façon régulière. C'est vital. Et tous les 6 mois, voire même tous les 3 mois, allons voir un médecin. Chaque année, les cardiologues attendent. Venez contrôler votre santé. Vous n'en avez qu'une seule. Protège ton cœur, tu n'en as qu'un seul. Je pense que c'est important pour soi-même, pour son conjoint, mais également pour ses enfants. Parce qu'effectivement, les jeunes sont de plus en plus touchés. Ça nous pose problème. Notre invité ce soir, je vous l'avais annoncé, Epiphane Azon, président des associations de parents d'élèves et d'étudiants du Bénin. Monsieur Epiphane Azon, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Première question, monsieur Azon. Globalement, quelle appréciation faites-vous du déroulement de l'année scolaire 2021-2022? Bon, à partir des résultats des examens, à savoir au CEP, au BPC, au bac, je puis dire que nous pouvons, nous parents, au moins nous frotter les mains de ce que ça s'est globalement très bien passé. Il est vrai, on aurait souhaité avoir 100%. On aurait souhaité avoir 100%, mais dommage, enfin, on est allé quand même au-delà de 50%. C'est pas rien, mais un peu mieux fait. Vous dites très bien. Monsieur Azon, dans d'autres pays, les pays que nous prenons souvent comme référence, quand on va aux examens, on enregistre parfois jusqu'à 80%, 90%, 100%. Pourquoi cela n'est-il pas possible au Bénin? Notre système éducatif a-t-il des choses à se reprocher? Ou bien ce sont les autres qui sont plus intelligents que nous? Oh, nous y avançons doucement. Je crois qu'on y arrivera un jour. On y arrivera un jour parce que je constate quand même que le régime en place s'emploie à tout mettre en œuvre pour que les résultats plutôt soient plus que ce que nous avons connu jusque-là. Oui, parce qu'il suffit d'avoir suffisamment d'enseignants dans toutes les classes. Il suffit d'avoir assez de modules de classe. Il suffit que les apprenants se prennent au sérieux. Il suffit que les enseignants deviennent de plus en plus conscients. Et voilà autant de facteurs qui pourraient nous permettre d'avoir un très bon résultat. Mais nous y arriverons. Mais nos enseignants sont moins conscients que les enseignants de ces pays que nous prenons comme référence? Bon, je n'ose pas comparer pour l'heure, mais je dis qu'il faut encore une dose de conscience pour que chacun sache qu'il est arrivé à l'enseignement par vocation et non parce que c'est là où... Ah ben tremplin. Voilà, c'est là où on peut aller se réfugier. Voilà, il faut y aller par vocation. Monsieur Epiphane Azon, tes cours dits de vacances sont actuellement en cours dans diverses localités de notre pays, organisées par diverses structures. Quelle utilité y voyez-vous? Bon, les vacances, c'est fait pour se reposer. Ah, j'allais dire. Oui, c'est fait pour se reposer. Les enfants peuvent de temps en temps faire des lectures, revoir, évidemment. Faire des lectures, déjà, c'est bon. Et puis s'amuser, se promener,
aérer un peu le cerveau pour reprendre correctement les classes. Mais lorsqu'on me parle de cours de vacances, je ne sais pas à quoi ça rime. Et je ne sais pas toujours qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat. Nous, parents, qu'est-ce que nous pouvons attendre comme résultat de ces cours de vacances-là? Est-ce que c'est pour s'apprêter pour l'année scolaire qui va commencer bientôt? Je dis que ce n'est pas nécessaire. Il faut que l'enfant se repose, sinon il est davantage fatigué dès la reprise des classes. Ah oui. Oui. Parce que, en principe, si le législateur structure l'année en période de cours, période de congé jusqu'à des vacances, c'est pour suffisamment redonner de l'énergie. Tout est structuré. Lorsque vous passez à côté, vous trouvez le contre-pied tout de suite. Bon, c'est comme quelqu'un qui, après 30 ans, doit aller à la retraite et qui va jusqu'à 35 ans, 40 ans. On lui dit, bon, écoute, tu vas partir. Il dit non, qu'il est encore solide. Mais un jour, il tombe en plein travail, il tombe, et puis ça y est, il s'en est allé. C'est un peu comme ça pour les classes, pour les... Cela veut dire que les apprenants, il faut permettre aux apprenants de se reposer, nécessairement, de s'aérer le cerveau. Nécessairement. Les congés pour les congés, les vacances pour les vacances. Nécessairement. Il faut leur permettre ça. Quitter même leur milieu d'année scolaire, aller quelque part d'autre, au village où il y a l'air pur, respirer de l'air pur et revenir. Et s'apprêter maintenant pour la rentrée scolaire. Voilà, moi je pense que c'est cela. Merci M. Azon. Ouais. Quelles dispositions les parents doivent-ils être en train de prendre en ce moment pour une bonne rentrée 2022-2023 des apprenants, puisque vous êtes président de l'association, des fédérations d'associations de parents d'élèves? Oui, si un parent n'est pas encore prêt pour la rentrée scolaire qui démarre en septembre, je puis dire qu'il est en retard. Il est en retard. Oui, il est en retard parce que c'est déjà au début des vacances qu'il faut savoir quelle classe votre enfant va faire et quelles dispositions vous devez prendre pour que cet enfant-là affronte cette année, non seulement la rentrée scolaire, mais cette année scolaire. Mais lorsque vous attendez, je vois des gens à quelques 3 jours ou 4 jours de la rentrée, des parents à quelques 3 jours ou 4 jours de la rentrée, en train de s'aligner pour acheter cahiers, bics et autres là, ils sont en retard. Ah oui, donc déjà pendant les vacances, ouais, il faut progressivement... Il faut prendre les dispositions progressivement. Même déjà à partir de février ou de mars, on peut chaque mois choisir d'acheter un paquet ou 2 paquets de cahiers, des bics, ainsi de suite. C'est-à-dire... Pour l'année suivante? Oui. Lorsque vous attendez la dernière minute pour commencer par préparer la rentrée, vous êtes en retard et vous êtes essoufflé. Il faut éviter d'être essoufflé. Parce que vous savez ce qui vous attend. Soit l'enfant reprend la classe ou bien passe en classe supérieure et vous savez que dans un cas ou dans l'autre, l'enfant a besoin de cahiers, de bics, de sacs, d'uniformes et tout. Donc pourquoi ne pas s'apprêter? Pourquoi ne pas s'apprêter très tôt? Très bon conseil aux parents que nous suivons en ce moment. Moi, je pense que c'est ça. Il faut prendre les dispositions très tôt. Très tôt. Et actuellement, on est déjà en retard. Actuellement, quelqu'un qui s'aligne maintenant pour acheter cahier et bic, bon, je dis qu'il est en retard parce qu'il aurait dû penser à ça plus tôt que ça. Mais c'est aussi une question de moyens. Oui, voilà. Ben, on ne cessera jamais de parler de moyens. Hein? Oui, qui va loin ménage sa monture. Vous allez loin, vous commencez très tôt de manière à aller à l'heure. C'est ça. Monsieur Azon, des questions de préinscription et de réinscription à coût onéreux s'observent dans la quasi-totalité des écoles privées. Les parents s'en plaignent. Qu'en dit le président des parents d'élèves? Bon, les écoles privées font du bon boulot et ils suppléent à l'État. Ils suppléent à l'État. Mais en abuser, c'est ça qui n'est pas bien. Parce que la réinscription, je ne sais à quoi ça sert. L'enfant est déjà chez vous et élève chez vous. Et pourquoi on doit le réinscrire? Ça, c'est des faux frais. C'est des faux frais et puis, dit, bon, je n'ose pas qualifier cela, mais c'est des faux frais dont le promoteur peut se passer. Vous voulez dire?
Bon, le mot est trop fort. Le mot est trop fort. Même si c'est à cela que vous pensez. Oui, j'y pense bien, mais le mot est trop fort. Le mot est trop fort. Je n'ai pas trouvé un mot atténuant. C'est pourquoi je me tais de qualifier. Je me garde de qualifier pour l'heure. Vous les ménagez pour C'est pas bien. C'est pas bien que l'on aille à la réinscription. Je crois qu'on en a parlé plusieurs années durant, mais rien n'a changé. C'est-à-dire, je suis en train de me demander si l'État aussi, si les ministères de l'Éducation ne sont pas également pour les établissements privés. Or, c'est eux, c'est ces ministères de l'Éducation qui donnent l'autorisation de s'installer, de créer à ces établissements privés-là. Mais une fois que c'est créé, il semble que ces ministères-là leur tournent dos. C'est pas bien. Chacun fait ce qui... Chacun fait ce que bon lui semble, c'est pas bien. Il faut organiser ce creuset-là. On parle, et lorsqu'on veut s'inscrire, on vient, on paie la contribution, vous dites qu'il y a de la place, on inscrit l'enfant et puis ça commence. Mais pourquoi il faut faire une préinscription? Il faut faire une préinscription. Il faut faire une réinscription lorsque l'enfant doit rester là. L'enfant était inscrit là l'année dernière et doit continuer. On parle de réinscription. Pourquoi est-ce qu'il faut réinscrire cet enfant-là qui est déjà ancien dans cette école-là? Moi-même, je suis à me poser des questions. On doit simplement inscrire. On doit simplement inscrire. On doit payer la scolarité. On doit payer la scolarité. Mais il ne faut pas parler de réinscription, d'inscription. Je crois qu'ils sont là pour un jour répondre à votre studio de cet état de choses et à quoi ça rime. Ils doivent en répondre. Hein. Donc ils doivent vous dire quelque chose. Non, ce n'est pas bien. Tout simplement, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mais on en a suffisamment parlé, mais rien n'arrête le cours normal des choses à leur niveau. Mais vous rencontrez périodiquement les membres du gouvernement en charge de l'éducation. Qu'est-ce qu'ils en disent? Et puis, est-ce que ça ne porte pas un coup à l'éducation dans notre pays? Bon, je constate qu'ils ont suffisamment à faire et ça là ne constitue que des queues de cerises. Sinon, en principe, ils devraient se pencher de ce côté-là. C'est une manière de protéger également les parents qui vont investir dans ces écoles privées-là. Monsieur Azon, la situation financière des parents devient de plus en plus difficile. Je ne veux pas dire précaire. Et les écoles... en général, ont prévu une hausse des contributions scolaires au cours de cette année. Où allons-nous avec cela, Monsieur le Président? Bon, la précarité, c'est discutable. Hein? C'est pourquoi je vous dis, pour éviter de parler de précarité, on prend cette disposition très tôt pour affronter l'année scolaire. Mais lorsque on doit... Vous parlez de précarité qui est discutable, mais vous apercevez que le coût de la vie devient de plus en plus élevé et les écoles veulent augmenter les contributions. Déjà, ce que proposent les écoles privées est déjà onéreux et maintenant elles vont augmenter. Elles prévoient ça, oui. Ah, je ne suis pas informé, mais ça va être très difficile. Hein. Ça va être très difficile. Bon, j'attends de voir. J'attends de voir. Hein. Augmenter? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui serait à la base de cette augmentation-là? Je crois qu'ils en arriveront, mais difficilement. Difficilement. La fédération et les associations de parents d'élèves ne leur permettront, c'est non, c'est déjà l'État, parce qu'ils dépendent de l'État. Hein. Ils dépendent de l'État. C'est nous qui mettons les enfants à leur disposition et qui payons. Mais ils dépendent de l'État, donc c'est avec l'État que nous allons discuter pour voir si c'est possible qu'eux autres augmentent en l'État la scolarité. Non, nous n'allons pas leur faire face. Non. Nous sommes leurs clients. Est-ce que certains experts ont dit que l'enseignement privé, l'éducation privée est devenue comme un commerce? Oui, mais ce n'est pas aujourd'hui que c'est devenu un commerce. C'était un commerce depuis. Et je me rappelle le régime d'alors. J'avais rencontré les privés qui ont souhaité que je plaide. Mais j'ai été rencontrer le numéro 1 d'alors qui m'a dit non, président, je ne peux rien pour eux parce que c'est de leur propre volonté qu'ils ont créé l'école.
Et dire qu'ils sont asphyxiés, ils ne peuvent pas le dire. Vous voyez, ils ne peuvent pas le dire. Mais je vois comment les promoteurs d'établissements privés, je vois comment ils vivent. Je vois comment ils vivent. Je vois leur... Ils vivent dans l'opulence. Je vois leur standing. Je vois leur domicile, leur résidence. On voit tout ça là. Ce n'est pas moi seul qui vois. Les parents voient. Les parents voient. Hein, donc, non, donc l'État doit intervenir à ce moment. Oui, l'État doit un peu assagir. Et puis au cours de l'année, on crée tellement de difficultés. Il y a trop de faux frais. Il y a trop de faux frais. Il y a renforcement de capacité. Il y a des TD et tout ça là. Mais parlons-en. Les coûts de renforcement de capacité et les TD. Quelle utilité, monsieur? Mais lorsque l'enseignant a un programme à exécuter, il l'exécute. Maintenant, je sais qu'il y a des attardés dans les classes. Il peut choisir un mercredi après-midi ou un samedi matin pour renforcer les capacités de ceux-là. Mais à titre gracieux. Ah, d'accord. Okay. Ah oui, à titre gracieux. Il ne faut pas qu'il en demande... qu'ils disent, bon, vous allez payer chaque mois 5 000 ou bien 6 000. Évidemment, de l'autre côté, certains parents acceptent de prendre des répétiteurs à la maison à 30 000, à 45 000, à 50 000. Il y a des parents qui prennent 2, 3, 4 répétiteurs. À raison de 30 000 ou 40 000. Je me pose toujours des questions. Ça là, ça les amène où? On n'a pas besoin de tout ça. L'enseignant chargé de la matière est là. Lorsque l'enfant, l'apprenant, a des difficultés dans cette matière, il se rapproche de cet enseignant-là pour dire « ça là, je n'ai pas compris ». Il revient à l'enseignant de trouver un chrono pour lui expliquer. Et à la maison, bon là c'est sous la conduite des parents, à la maison, l'enfant doit répéter ses cours. L'enfant doit faire des exercices. Pas que les exercices que le professeur lui a donnés. Il faut qu'il fasse des exercices pour lui-même s'exercer. Et quand il ne comprend pas, ils ont l'habitude de faire un groupe de collègues pour s'entraider intellectuellement. Donc, je crois que tout ça là est possible, hein, mais lorsque on passe à côté de tout ça, là, on parle de renforcement de capacité payant, on parle de on parle de ça. Dans certains collèges, dans certaines écoles, on exige. C'est pas bien. C'est pas bien. Et quand on n'exige pas, on s'aperçoit que ce sont ceux qui viennent suivre ces cours de répétition ou de renforcement de capacité, ce sont ceux-là qui sont les meilleurs en classe lorsqu'on fait les compositions, les devoirs et autres. Oui, justement. Bon, je ne peux pas stricto le dire, mais ça s'observe et tout est à croire que c'est comme ça. Tout est à croire que c'est comme ça. Parce que là, on dit, bon, écoute, je veux renforcer vos capacités, c'est 6 000 le mois, c'est 10 000 le mois. Bon, si vous ne venez pas, ceux qui ne viennent pas, c'est tant pis. Ça veut dire que dans les cours réguliers, cet enseignant-là fait économie de vérité. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais malheureusement, ça s'observe. Hein. Est-ce que l'État ne doit pas se pencher de ce côté-là et revoir les choses? Tout à fait. Mais tout ça là n'attend que l'État. Ça n'attend que l'État. Ça n'attend que l'État. L'État doit réorganiser et suivre les établissements privés qui rendent, je sais, de bons services à nous parents. Mais ils ont besoin d'être suivis par l'État. Parce que l'État, le ministère de l'Éducation, c'est également les établissements privés. Non, ce n'est pas les établissements publics seulement. C'est eux qui autorisent l'installation, la création de ces établissements privés. Donc, ils doivent suivre comment est-ce qu'ils déroulent les cours, les activités pédagogiques. Bon, il est vrai, nous n'avons pas assez d'inspecteurs dans le pays, hein, mais il faut suffisamment en créer maintenant. Il faut qu'il y ait assez d'inspecteurs pour suivre tout ça là.
C'est important. Le redéploiement des aspirants pour éviter les questions de pénurie des enseignants au début de la rentrée, le gouvernement s'y attelle. Et on en a toujours fait, mais le problème est toujours là. On a toujours parlé de manque d'insuffisance d'enseignants. Qu'en dites-vous? Oui, ça là, disons que c'est un problème qui date de très longtemps, hein, et aucun État n'est arrivé à régler cela correctement. Vous vous rappelez le temps des GIR. Donc ça, c'est depuis la période révolutionnaire. Ça manque, ça continue de manquer jusqu'à aujourd'hui, les enseignants. Bon, l'État, les AME, généralement, c'est des enseignants. Ils sont des enseignants déjà, hein? Oui, confirmés. Confirmés parce qu'ils ont fait les écoles normales, les écoles normales supérieures ou bien les écoles normales d'enseignants. D'un niveau universitaire. Bien sûr, ils sont d'un niveau universitaire. Mais lorsqu'on dit qu'ils sont aspirants au métier d'enseignant, c'est pas clair dans ma tête. C'est pas clair dans ma tête parce que c'est déjà des enseignants, ils ne sont plus des aspirants. Bref, il faut en recruter suffisamment de manière à ce que des classes ne manquent plus d'enseignants. Ça là, c'est fondamental et c'est l'État qui a cette obligation-là. C'est ça. Monsieur Azon, nous sommes au terme de cet entretien. Que dire pour conclure? Bon, je ne dirai rien d'autre que souhaiter une bonne et paisible rentrée tant aux enseignants, tant à l'État, tant aux apprenants, qu'à nous parents qui devront mettre bouchée double pour faire en sorte que ça se passe très bien et qu'il y ait un bon suivi des enfants. Monsieur Azon, je vous remercie. C'est moi, merci bien. C'est la fin de cet entretien. En Côte d'Ivoire, c'est officiel depuis samedi, le mouvement des générations capables, coalition des soutiens de Simone Gbagbo, s'est mué en parti politique. Le point dans un instant. Abdoulaye Maïga, désormais Premier ministre par intérim au Mali, le colonel Assimi Goïta l'a désigné dimanche soir. La ville de Nikopol est située de l'autre côté du fleuve Dnipro, à proximité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine. Les autorités locales ont décidé de ne prendre aucun risque. Le siège de l'information, deuxième partie, l'actualité hors de nos frontières avec la Côte d'Ivoire. C'est officiel. Depuis samedi dernier, le mouvement des générations capables, coalition des soutiens de Simone Gbagbo, s'est mis en parti politique. L'ex-première dame en a été élue présidente à 100% des suffrages. On fait le point. À 2 ans de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, l'ancienne première dame Simone Gbagbo lance son parti politique. Seule candidate à la présidence du mouvement des générations capables MGC, Simone Hervé Gbagbo a été élue à l'unanimité par plusieurs centaines de délégués venus de tout le pays.
Elle marque ainsi une franche rupture politique avec l'ancien président Laurent Gbagbo, avec qui elle a fondé le Front populaire et ivoirien en 1982, au pouvoir du pays entre 2000 et 2011, et aux côtés de qui elle gouvernera la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Ce parti veut travailler à la construction d'une Côte d'Ivoire attachée à des valeurs. Nous sommes un parti qui a un idéal de construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, pleine de justice et d'équité. Si cette rupture politique avec l'ex-président fait suite à une rupture d'ordre privé, Simone et Laurent Gbagbo étant en instance de divorce à la demande de ce dernier, la présidente du MGC a toutefois défendu son ancien mari en demandant au président Alassane Ouattara d'amnistier son futur ex-mari au nom d'une réconciliation nationale. La grâce présidentielle accordée au président Laurent Gbagbo en lieu et place d'une amnistie alourdit davantage l'atmosphère sociopolitique du pays. De sorte que nous ne dirons pas merci à Alassane Ouattara. À 73 ans, l'ancienne première dame revient sur la scène politique à la tête du MGC. Avant d'être transformée en parti politique, il s'agissait d'une coalition de mouvements soutenant Mme Gbagbo, créée en septembre dernier, avec déjà dans sa ligne de mire la prochaine présidentielle. Simone Gbagbo a profité de son discours d'inauguration pour présenter ce qui semblait être une esquisse de programme électoral, annonçant vouloir augmenter le pouvoir d'achat, réformer le système électoral, lutter contre tout trafic et aussi la menace djihadiste présente à la frontière de la Côte d'Ivoire. Abdoulaye Maïga, désormais Premier ministre par intérim du Mali, le président malien Assimi Goïta l'a désigné dimanche soir pour remplacer Kokala Maïga Choguel, hospitalisé depuis plus d'une semaine, qui est cet officier alors ministre de l'administration territoriale. Imaginons. Article 1er. Par dérogation à l'article 1er du décret 2021-0476 PTRM du 26 juillet 2021 fixant les intérims des membres du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, est désigné pour assurer l'intérim de M. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement. Celui qui n'apparaît jamais sans son treillis est connu pour sa proximité avec Assimi Goïta et pour son franc-parler. Encore inconnu des sphères politiques il y a peu, le colonel Abdoulaye Maïga est devenu ministre de l'administration territoriale en juin 2021, puis porte-parole du gouvernement le 1er décembre de la même année. C'est aussi à lui qu'on a confié l'organisation des élections à venir. Il est l'interlocuteur de la classe politique malienne. Le colonel de 41 ans a porté le discours anti-français de ces derniers mois. En juillet, il a demandé à Emmanuel Macron de quitter définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante. C'est également lui qui a lu le communiqué annonçant le départ de Barkhane après 9 ans de présence militaire française au Mali. Au vu de ses positions et de sa proximité idéologique avec le gouvernement de transition, sa nomination n'est pas une surprise. En revanche, ce n'était pas lui que l'ordre protocolaire désignait, mais le ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, qui, selon des sources locales, a refusé le poste. Avec le colonel Abdoulaye Maïga à la tête du gouvernement malien, les deux premières institutions du pays sont au moins provisoirement dirigées par des militaires. Le Mali est l'un des pays où le paludisme fait le plus de ravages dans le monde. Les médecins maliens ont recours aux médicaments dérivés de l'artémisine, un projet d'origine chinoise dont l'efficacité contre la malaria n'est plus à démontrer. Suivez. À l'hôpital du Mali, les couloirs ne désemplissent pas. Des dizaines de patients attendent d'être consultés et de préférence par des médecins de la mission médicale de Chine. C'est le cas de ce patient suivi par un médecin chinois spécialiste en ORL. La médecine chinoise m'a bien traité durant 15 jours et le traitement s'est avéré très efficace. Pratiquement, je ne sens plus rien. J'avais des parotides. À chaque année, j'ai le dessus de mon oreille qui s'enfle continuellement. Bon, j'ai fait les traitements biologiques avec les médecins maliens, ça n'a pas beaucoup donné. Et quand je suis venu avec les Chinois, ça commence à aller.
La mission médicale de Chine a sa propre pharmacie et les médicaments sont offerts gratuitement aux patients. Dans cet hôpital, comme partout ailleurs au Mali, plusieurs cas de paludisme sont diagnostiqués par jour. Pour le traitement, les médecins chinois privilégient l'artémisinine, un produit d'origine chinoise dont l'efficacité est reconnue contre le paludisme par l'Organisation mondiale de la santé. L'artémisinine est un médicament très important pour notre travail, surtout pour traiter le paludisme. Quand on traite le patient malien avec l'artémisinine, il y a un bon effet pour soulager les symptômes. Et ce médicament provoque peu d'effets indésirables. Donc les patients, après avoir utilisé ce médicament, ils se sentent bien. On ne retrouve pas l'artémisinine que dans la pharmacie de la mission médicale de Chine. C'est un produit populaire au Mali. Il est disponible dans toutes les pharmacies. Ici, c'est notre rayon de médicaments utilisés dans le traitement du paludisme. Nous avons principalement des médicaments à base de dérivés artémisinine. Nous avons également deux types de médicaments. Nous avons les médicaments utilisés dans le traitement du paludisme moins grave et les médicaments utilisés dans le traitement du paludisme grave. Les médicaments utilisés comme par exemple nous avons le Quartem qui est utilisé dans le traitement du paludisme moins grave. Et nous avons également des médicaments utilisés sous forme injectable dans le traitement du paludisme sévère, comme l'artézone et l'artel que vous avez ici devant. Sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé du Mali a fait de l'artémisinine le principal médicament de traitement du paludisme. Cette maladie, qui fait des ravages en Afrique, a résisté aux autres médicaments conventionnels, selon le professeur Sagara, chercheur au Centre de recherche et traitement du paludisme. Il y a eu des décès, des excès de décès liés à cette résistance dans différents pays africains, par exemple dont le Sénégal, où les études de cohorte ont montré, à cause seulement de résistance du parasite alors aux médicaments conventionnels qu'on avait comme la Nivaquine. Et donc c'est la trouvaille de dérivés de l'artémisinine qui est venue sauver le monde entier, donc dont l'Afrique réellement. Et donc, nous appelons ça, l'artémisinine, comme vous savez, c'est une plante qui nous vient de la Chine, c'est connu là-bas, c'est utilisé depuis des millénaires là-bas. Et donc, cette plante est en réalité Artemisia annua. Au Mali, le paludisme fait plus de ravages que n'importe quelle autre maladie. Selon le système national d'information sanitaire, il est le premier motif de consultation dans les centres de santé avec 34% en 2021. La même année, 3 241 000 cas ont été confirmés, dont 1 047 000 cas graves et 1480 décès. Malik Diallo, Bamako pour CGTN français. Au Cameroun, de nombreux enfants handicapés demeurent exclus de l'école. Leur prise en charge est plus jugée onéreuse. En prélude à la rentrée scolaire, des organisations non gouvernementales, tout comme le gouvernement, se mobilisent pour relever les défis que pose l'éducation de ces enfants. Reportage. Carla, 13 ans, et Davila, 8 ans, sont atteintes d'une infirmité motrice cérébrale. Suzanne, un agent de développement inclusif à base communautaire, sensibilise leurs parents pour leur retour à l'école. Moi-même, je ne voulais pas, vu son handicap. Et ce n'était pas facile de l'amener à l'école parce qu'elle n'avait pas une chaise, quoi. Quand j'ai commencé à l'amener à l'école, la sœur lui a offert une chaise. Ça m'a encouragée. La pension aussi n'est pas facile au niveau des enfants comme ça. Les 3 ans qu'elle a fait là-bas, je paye 100 000 par an. Elle est éveillée, elle essaye de gribouiller. Prom Handicam, c'est cette école inclusive du cycle maternel et primaire située dans le 4e arrondissement à Yaoundé. Dans le CBM, il y a d'autres partenaires qui font quand même des dons, qui envoient des subventions. Ce n'est pas beaucoup, mais ça permet de recevoir un nombre minimal d'enfants dans notre école. Parfois même, il y a des parents qui reçoivent cet appui, mais ne font pas un effort à leur niveau. Le combat en faveur de l'accès à l'éducation d'enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale est un objectif que s'est assigné Flore Ngassa. Elle a créé une association de parents d'enfants IMC. Le gouvernement a encore beaucoup de travail à faire, mais ce qui a commencé
Ça, il ne faut pas le cacher, est appréciable. Sinon, le nombre d'enfants infirmes moteurs cérébrales sont nombreux encore dans les maisons. Ils ne trouvent pas encore véritablement leur place. De par le fait que quand on essaye de les amener à l'école, s'il faut parler de psychologie, la majorité des enseignants, même s'ils sont formés, beaucoup n'appréhendent pas encore bien ce type d'enfants-là. Coco Bertin, un handicapé visuel, est le promoteur du Centre national de l'inclusion. Des bénévoles comme Elodie, une Française, y travaillent à l'adaptation des livres scolaires en braille pour les enfants malvoyants, pendant que le personnel enseignant de l'école se fait recycler avant la rentrée scolaire. Tout cela nécessite une bonne préparation de l'enseignant. Donc nous leur offrons des formations, nous renforçons leurs capacités, nous faisons venir des spécialistes qui vont les entretenir, échanger avec eux, les préparer de manière à ce que chaque enseignant sache exactement ce qui est attendu de lui tout au long de l'année scolaire. Depuis 2015, le gouvernement a créé 70 écoles publiques inclusives pour les enfants à besoins spécifiques. Il a aussi mis sur pied un programme de soutien financier à l'éducation inclusive des enfants vulnérables. J'ai été appelée enfant IMC. Non, je ne parle pas. Repenser les codes architecturaux pour relever les défis climatiques. C'est ce que propose l'inventeur du héliodôme. Une maison sous la forme d'un cadran solaire qui fait de l'astre son mode de consommation énergétique. Suivez. L'architecte, c'est le soleil. Dans ce village alsacien, l'héliodôme se distingue par son imposante architecture. La façade, orientée plein sud, est une gigantesque verrière de 160 mètres carrés et 10 mètres de haut, quadrillée de métal. L'objectif est de suivre le soleil dans son trajet. Et là, les trajectoires du soleil, en fait, elles sculptent un volume. La forme, elle nous est donnée par la nature, par le rythme du temps. En fait, quelque part, on donne une dimension au temps. On est dans... C'est comme le temps, c'est la 4e dimension, et c'est comme si on avait traduit la 4e dimension dans la 3e. La maison est construite sur 3 niveaux, d'une superficie totale de 200 mètres carrés, un mélange bien pensé de béton, de bois et de verre. À l'intérieur règne une étonnante fraîcheur pour cette fin juillet dans cette région. Alors là, de ce côté-là, le bâtiment, il est bien isolé, il est bien conçu. Tout comme on a une belle inertie pour garder la fraîcheur en été, de la même façon, tout est conçu de façon à ce qu'on soit économe en hiver. Fraîche en été, agréable en hiver, le tout avec le minimum de climatisation ou de chauffage, selon cet ébéniste de 65 ans. En hiver, l'héliodôme couvre jusqu'à 80% des besoins thermiques. En fait, on a un support qui nous montre exactement les accords qu'il faut trouver pour pouvoir profiter de ce que la nature veut bien nous offrir. Et si on veut bien essayer de construire dans ce sens, je pense qu'on arrivera à faire des bâtiments qui seront économes et surtout économes dans la durée. Éric Wasser travaille depuis des décennies sur ce concept. Après avoir achevé sa maison en 2011, il commence à exporter son modèle en 2013. Mais il faudra du temps avant de voir des héliodômes à chaque coin de rue. Les scientifiques russes affirment avoir produit du carburéacteur, comprenez carburant pour avion neutre en carbone, une innovation susceptible de révolutionner l'industrie aéronautique. Reportage. Que pouvez-vous obtenir lorsque vous avez recours à la lumière du soleil, à l'eau et au dioxyde de carbone? Eh bien, du carburant neutre en carbone. C'est ce qu'a prouvé une équipe de scientifiques de l'École polytechnique fédérale de Zurich par le truchement d'une tour solaire déjà existante en Espagne. Ce réacteur solaire est situé au centre de ce concentrateur solaire. Dans le réacteur solaire, nous avons un processus thermochimique en cours, séparant l'eau et le CO2 et produisant du gaz synthétique. Cette réaction, qui est hautement endothermique, nécessite une température très élevée et nous fournissons cette énergie en concentrant le rayon solaire par un facteur de 3000.
En clair, la mini-raffinerie est parvenue à produire des carburants synthétiques qui visent à remplacer éventuellement les combustibles fossiles traditionnels comme le kérosène, l'essence ou le diesel. Avec cette mini-centrale solaire, nous démontrons la chaîne de production complète à partir de l'air et de la lumière du soleil des carburants neutres en CO2 tels que le méthanol et le kérosène. Les carburants synthétiques et liquides libèrent autant de CO2 qu'ils en absorbaient auparavant dans l'air. C'est ce qui les rend neutres en carbone. La compagnie Synhelion veut étendre la technologie de production de carburants solaires à l'échelle industrielle. Notre objectif est de mettre en service d'ici 2025 la première usine commerciale de combustible solaire à grande échelle avec une capacité de production d'environ 10 millions de litres de méthanol par an. La firme travaille avec la compagnie aérienne Swissair pour produire du carburant neutre en carbone. La production de carburéacteurs solaires va démarrer dès l'année prochaine. La ville de Nikopol est située de l'autre côté du fleuve Dnipro, à proximité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine. Les autorités locales ont décidé de ne prendre aucun risque. Voyons comment elles se préparent à faire face à des situations d'urgence. Chaque jour à Nikopol, des équipes de nettoyage se débarrassent de débris. Des électriciens reconnectent des lignes électroniques endommagées et les habitants sont confrontés à la nouvelle réalité de la destruction de leur maison. Le réseau électrique, les systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement sont régulièrement endommagés, mais pas sans interruption. Nos lignes électriques sont endommagées tous les jours. Les tirs viennent des forces russes occupant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia située à 20 km de là, de l'autre côté du fleuve Dnipro. Les bombardements de ces dernières semaines dans la centrale nucléaire et autour de celle-ci inquiètent la communauté internationale qui met en garde contre une éventuelle catastrophe nucléaire. La Russie et l'Ukraine se rejettent mutuellement la responsabilité de l'insécurité autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Les responsables russes soutiennent que l'armée ukrainienne a bombardé l'usine de Zaporizhzhia depuis Nikopol. Ils affirment également qu'il n'y a pas de personnel militaire dans les zones civiles autour de la centrale nucléaire. Mais avec les frappes quotidiennes et l'inquiétude croissante quant à ce qui pourrait se passer dans l'installation nucléaire, les autorités de Nikopol ont décidé de se préparer au pire scénario. Ce véhicule de surveillance des radiations circule dans la ville pour mesurer les niveaux de radiation en cas de fuite. Nous pouvons restreindre les déplacements des personnes à l'extérieur. Nous avons des prophylaxies par l'iode. Nous avons également des refuges à notre disposition. Dans le cas d'un accident nucléaire, les niveaux de contamination dépendront de plusieurs facteurs tels que la portée de l'incident et la direction du vent. La moitié des 106 000 habitants de Nikopol ne sont pas prêts à se fier aux instruments de surveillance ou aux mesures d'évacuation d'urgence. Lorsque les bombardements se sont intensifiés, ils sont partis. L'insécurité alimentaire fait des ravages dans toute l'Amérique latine. Un récent rapport du Programme alimentaire mondial estime que la pandémie Covid-19, l'impact du conflit en Ukraine et le changement climatique rendent la vie plus difficile. Haïti et le Venezuela ont été particulièrement touchés dans la région où beaucoup ont du mal à se nourrir. Suivez. Chaque matin, Carly Barbosa se pose la même question, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Dans ce foyer du bidonville de Petare, composé de 5 personnes, seul le mari de Carly a un travail régulier, un petit revenu exclusivement destiné à l'achat de nourriture. En général, nous avons $10 par jour pour la nourriture et nous les distribuons. $1,50 pour le riz, des condiments pour le bœuf, $3 pour le bœuf ou le poulet. Elle s'est tournée vers les aliments à faible teneur en calories parce qu'ils sont moins chers. Dans son réfrigérateur, on trouve surtout des glucides et un demi-avocat. Parfois, elle doit sauter un repas pour s'adapter à son budget. L'achat de portions d'ingrédients réduites, suffisantes pour un seul repas sur 2, est devenu une solution courante dans le bidonville de Petare.
De minuscules sacs de sucre, de sel et de café sont proposés à moins d'$1. C'est moins cher que d'acheter dans les magasins, car dans les magasins, on doit acheter tout un paquet. Ici, avec un peu d'argent, on s'achète quelque chose pour la journée. Une étude récente d'un groupe indépendant d'ONG montre que plus de la moitié des ménages vénézuéliens ont réduit leurs portions alimentaires et 84% des familles ont peu ou pas de chance de manger des fruits ou des légumes. Depuis 2019, aucune donnée officielle sur l'insécurité alimentaire au Venezuela n'est disponible. Les ménages vénézuéliens ne sont pas les seuls à être touchés. Le Programme alimentaire mondial estime que près de 10 millions de personnes dans 13 pays d'Amérique latine sont en situation d'insécurité alimentaire grave. Haïti est en tête de liste. Près de la moitié de la population haïtienne a besoin d'aide selon les données de l'ONU. C'est l'un des points chauds de la faim dans le monde. Les tremblements de terre, l'instabilité politique et la violence croissante des gangs ont mis des millions d'Haïtiens en danger. Une génération entière en Amérique latine grandit affamée et mal nourrie avec des conséquences durables. Ce sont des gens qui tomberont plus facilement malades. Quand ils vieilliront, ils auront des problèmes d'eau. Donc, nous développons une population avec un déficit complet de santé. L'heure du déjeuner approche chez Carly, mais comme de nombreuses familles d'Amérique latine, elle doit attendre que son mari revienne du travail avec ses revenus afin de pouvoir satisfaire la faim, au moins pour aujourd'hui. Les petits producteurs mexicains s'engagent à sauver les variétés sauvages de l'agave face à l'essor de la tequila et du mezcal. C'est une eau de vie produite au Mexique. Suivez. D'un simple coup d'œil, Sosima Oliveira peut jauger de la qualité d'un agave. La plante servant à faire du mezcal, un alcool mexicain très à la mode et dont les producteurs artisanaux redoutent désormais la surexploitation et le succès international. Ces dernières années, la cote du mezcal n'a cessé de grimper dans les bars à cocktails aux États-Unis, au Canada, en Espagne, en France et en Allemagne. Les exportations sont passées de près de 20 millions de dollars en 2015 à 63 millions en 2020, selon les chiffres officiels. Yo creo que esta sobredemanda de los mercados nacionales e internacionales. Je pense que cette demande excessive des marchés nationaux et internationaux a des conséquences. Si on demande plus de plantes d'agave, il y a bien sûr plus d'exploitation de la terre, des paysages, de la biodiversité, de l'eau, du bois, de chauffage. Au final, tout fonctionne pour un intérêt économique. Sans agave, il n'y a pas de mezcal. Certaines plantes d'agave prennent 13 à 17 ans pour mûrir. L'agave, également appelée maguey, regroupe 12 variétés, dont l'agave bleue, qui sert à faire la tequila. Une préoccupation pour l'avenir est de savoir ce qu'il adviendra de la diversité biologique que l'on trouve dans le monde du mezcal, car il y a très peu d'efforts pour conserver ces plantes, en raison de leur mode de propagation, puisqu'il s'agit de plantes à très longue période végétative. La question à l'avenir est de savoir ce qu'il adviendra. Pour préserver l'agave, Graciela cultive de multiples variétés de graines et de semences sous une immense serre. Avec Sosima, les deux femmes productrices de mezcal organisent des séances de dégustation pour éduquer les consommateurs. Elle leur explique les subtilités du mezcal, la longue élaboration artisanale à l'aide de jarres en argile qui contraste avec le modèle affairiste des grandes marques de spiritueux. Les petits producteurs existeront toujours dans les villages. Des producteurs conscients qui savent que nous devons cultiver une certaine quantité de plantes, distiller aussi une certaine quantité, pour qu'il y ait un équilibre dans la vie en général et surtout dans le domaine du mezcal. Je crois que nous allons survivre encore de nombreuses années. Au-delà de la saveur, c'est aussi de cette culture du mezcal qu'est tombé amoureux Christopher, un touriste australien. Ce qui se cache derrière le mezcal est quelque chose que j'ai appris après avoir succombé au goût et à l'effet. C'est l'histoire et la culture qui sont derrière. La liqueur
est liée à son goût et à ses effets. Se conecta la historia, la cultura con el sabor y el efecto. Grâce au respect et à la préservation de la tradition du mezcal, les producteurs artisanaux semblent encore avoir de beaux jours devant eux. Fin de cette messe de l'information. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez câblés. Golf TV Africa.